way connected. From outside this world. What? Back in less than a second. All right, I mean that's just the truth. Government has made contact with intelligent extraterrestrials. Et bonsoir les sentinelles, on se retrouve pour un différé. Cette fois-ci, on a le résumé du documentaire The Age of Disclosure qui est sorti hier, qui sera probablement le record de vidéo la plus courte de la chaîne, puisqu'il est extrêmement facile à compresser. 98% des informations à l'intérieur sont connues, mais les 2% restantes ont été extrêmement intéressantes. On va voir ça tout de suite, on ne vous fait pas de teasing puisqu'on est une association. Je vous ai mis tout au départ du résumé les 2% qui étaient vraiment en plus par rapport au reste. On commence avec Alpetov. Alpetov, c'est un des scientifiques qui a le plus longtemps bossé sur le sujet avec tous les grands noms du sujet, qui a essayé pendant des années de rentrer à l'intérieur des programmes secrets et qui du coup mène maintenant un peu son propre programme de recherche. Il avait essayé aussi de joindre TTSA, To the Stars Academy avec Tom DeLonge, où ils avaient essayé de forcer le gouvernement américain à travailler publiquement sur le sujet. Il commence, enfin, une des déclarations d'importance qu'il dit à l'intérieur de l'émission, plutôt de documentaire. Les responsables des services de renseignement qui ont été informés de ces récupérations d'épaves ont évoqué plusieurs espèces différentes qui auraient été observées en lien avec ces accidents. Les corps récupérés ne sont pas tous du même type. Donc, il va y avoir toute une série de ces blocs d'informations. Dans la façon dont le documentaire est monté, avec pas plus de, 5 ou 6 phrases dites à chaque intervenant, c'est compliqué de se faire une idée générale. Et ça, c'est enfoui à peu près au bout d'1 heure d'émission, enfin 1 heure du documentaire. Je dis émission parce que c'est disponible sur Amazon Prime, pardon, et c'est payant sur Amazon Prime. Donc je vais vous donner les différents morceaux les uns derrière les autres pour qu'on puisse les relire. Donc, de ces sources dans le renseignement américain, lorsque des ovnis crashés ont été détectés, plusieurs espèces différentes ont été aussi observées. Et il précise, les corps récupérés ne sont pas tous du même type. Donc c'est la première fois où on a quelque chose d'aussi précis qui est dit sur le sujet d'une figure d'autorité de ce calibre-là. Il précise par contre, certains des engins observés pourraient être le résultat de notre programme ancien, le programme de rétro-ingénierie secret des États-Unis, ou bien pourraient être le résultat des progrès réalisés par d'autres laboratoires. Donc là, ce qui est très intéressant, c'est qu'on a l'articulation du coup entre un peu les 3 grands mythes du sujet. D'un côté, les crashs, de l'autre côté, les corps, et de l'autre côté, les engins de fabrication humaine créés en utilisant les technologies non humaines. Ensuite, on passe à Eric Davis. Alors, Eric Davis a travaillé avec Harold Puthoff pendant, pareil, des décennies. On le voit extrêmement peu souvent parce qu'il ne mâche pas ses mots. Je sais qu'au moins 2 espèces non humaines avancées, dont l'une a pris contact avec le programme ancien et l'autre dont les corps ont été récupérés par le programme de récupération d'engins récupérés dans différents crashs. Alors, c'est pour ça qu'il faut vraiment y aller phrase par phrase. Non seulement là, on a plusieurs espèces qui sont évoquées,
Mais on nous dit quand même que l'une a pris contact avec le programme ancien. Donc là, j'ai envie de dire que si on imaginait les 3 mythes de tout à l'heure, on peut, passer en 3 dimensions et imaginer un 4e mythe qui formerait la pointe du tétraèdre, qui est la question que tout le monde évite sur le sujet, c'est-à-dire: est-ce qu'il y a un accord entre ces espèces et des gouvernements? Et ça, c'est le tabou. S'il y a un tabou sur le sujet, parce qu'au fur et à mesure des années, les autres sujets sont devenus, au moins on peut en parler. Le sujet de savoir s'il y a un accord entre des espèces non humaines et des gouvernements, en fait, c'est vraiment la graine d'information qui est cachée à l'intérieur de ces 2 heures d'émission. C'est pour ça que je l'ai relevé, plusieurs fois à l'intérieur. Passage suivant. Et ça, c'est un passage, hein. Passage suivant. Toujours Eric Davis. Il parle de lui et de Alputov, de tous les 2 docteurs en physique. Nous avons vu des renseignements très crédibles du gouvernement américain sur la récupération par les soviétiques d'un pan qui s'était écrasé en 1989. Ils ont récupéré un pan en forme de tic-tac, 2 fois plus grand que celui rencontré par le groupe aéronaval USS Nimitz. Et ils ont récupéré 4 corps d'extraterrestres humanoïdes. Les scientifiques soviétiques ont démonté l'engin récupéré et ont découvert une arme à énergie directe très avancée. Donc là, ce qui est très intéressant, c'est qu'on reste à l'intérieur de ce tétraèdre, et cette fois-ci, on est dans un autre pays, on est en Union soviétique. Et là où on a fait l'émission précédente sur le fait que Lakatsky déclarait que les États-Unis avaient réussi à rentrer à l'intérieur d'un ovni, là on apprend que les soviétiques, donc il parle des soviétiques, hein, donc avant la chute de l'Union soviétique, évidemment, ont réussi à rentrer à l'intérieur. Ce qui veut dire qu'il n'y a pas forcément besoin d'une technologie de pointe contemporaine pour rentrer à l'intérieur. Alors par contre, il a très bien pu être éventré, ils ont pu profiter de l'ouverture pour rentrer à l'intérieur. Par contre, à l'intérieur, il précise qu'il y avait 4 corps, et il dit le terme hein, d'extraterrestres humanoïdes, donc de forme humaine. Et enfin, on a la confirmation de la rétro-ingénierie par un pays qui n'est pas les États-Unis, puisqu'ils disent qu'ils ont découvert une arme à énergie directe, dirigée, très avancée. Et ça, c'est dans un contexte où, mine de rien, on a le syndrome de la Havane qui, s'il a été mis de côté par certains rapports gouvernementaux, fait toujours l'objet de recherches par d'autres parties du renseignement américain qui le considèrent comme un phénomène extrêmement réel. On pourra revenir dessus lors d'une prochaine émission. Et ensuite, il y a le passage qui, pour moi, est le plus significatif. Si on reprend le tétraèdre des mythes, c'est celui qui est vraiment tout en haut. Toujours Eric Davis. J'ai eu quelques conversations privées avec l'ancien président George Herbert Walker Bush en 2003. Attention, on ne parle pas de George W. Bush, on parle de son père, l'ancien directeur de la CIA, qui est devenu président ensuite. Au cours de ces conversations, il m'a dit que lorsqu'il est devenu directeur de la CIA sous l'administration Ford, il n'avait pas été informé de l'ancien programme de récupération des pans crachés, mais qu'il avait découvert par la suite et m'avait informé qu'il y avait eu un certain nombre de récupérations d'épaves depuis le milieu des années 40. Milieu des années 40. Il m'a également informé d'un événement de pan qui s'était produit à la base aérienne de Holloman en 1964, où 3 pans s'étaient approchés de la base aérienne. L'un d'eux avait atterri sur le tarmac et une entité non humaine était descendue de l'appareil et avait interagi avec des membres de l'armée de l'air en uniforme et du personnel civil de la CIA. Lorsqu'il avait demandé plus de détails, on lui avait répondu qu'il n'avait pas besoin de savoir.
Donc là, on est tout en haut du quatrième mythe de, de du sujet, puisque on a la présence d'engins avec des êtres non humains à l'intérieur, qui arrivent sur une base américaine et qui rencontrent des représentants de ce qu'on peut supposer être le programme ancien, puisqu'on a la CIA et l'armée de l'air américaine qui est représentée. Enfin, si on appelle ça un mythe, hein, c'est pas pour dire que c'est faux. Mythe, ça veut dire ce qui a un sens caché à l'intérieur, ce qui a une signification importante. Toutes les civilisations utilisent des mythes en permanence, relisez Barthes. On est vraiment dans quelque chose dans une souche de sens, hein. Pour être, ce que je viens de me rendre compte que c'est pas mythe dans le sens c'est une fantaisie, c'est mythe dans le sens où c'est une histoire tellement importante qu'elle change la façon de penser sur quelque chose. Et le dernier élément de ce tétraèdre mythique, c'est un secret tellement verrouillé que même le président des États-Unis, qui est censé avoir le pouvoir de déclassifier toute information de son administration, se voit refuser l'accès à cette information parce qu'il n'a pas besoin de le savoir. Ce qui est un peu ce qui va être répété pendant 45 minutes lors du documentaire, qui est que le programme ancien est un programme illégal parce qu'il est en dehors du circuit de responsabilité qui devrait exister dans la démocratie américaine. Si Holoman est confirmé, vous pouvez oublier tous les autres cas. Si là, parce que là, on a Davis qui dit qu'il a parlé à un ancien président américain. Donc là, on ne peut pas faire beaucoup plus solide en termes de sources, hein, mis à part directement parler à l'ancien président, mais on a littéralement 1 degré d'écart par rapport à la source. Et Davis a une réputation qui est irréprochable, hein, pour la peine. On l'a jamais surpris en train de dire une fausse information. Vous pouvez oublier tous les autres cas. C'est-à-dire que Holoman, vous avez tout à l'intérieur, en fait. On vous fera probablement une émission spéciale sur Holoman maintenant que ça revient sur le devant de la scène avec Eric Davis, parce que ça rejoint ces 4 sommets du tétraèdre sur le sujet. Même celui qui serait le plus compliqué à aborder, c'est-à-dire le contact avec une espèce non humaine. Mais c'est pas fini. Ensuite, on passe à Elizondo. Alors, un bon tiers du documentaire est consacré à Elizondo. Et il a été filmé avant la période où il a montré une image en disant que ça montrait un ovni alors que c'était 2 champs photographiés avec un certain angle. Donc il est probable que le montage était déjà fini parce que ça fait vraiment longtemps que le documentaire a fini d'être tourné. Il cherchait un distributeur et il a été retardé à cause de ça. C'est pour ça que là, il passe en distribution quasi indépendante sur Amazon. Et c'est pour ça que vous devez le payer pour le voir. Mais à l'intérieur de tout ce qu'il dit, ils font quand même un gros chapitre sur le cas de Roswell, qui est un peu le cas fondateur du sujet, même s'il y a eu historiquement d'autres événements. On avait parlé lors de l'émission précédente de la vague de 1890 des dirigeables. Là, ils n'y vont pas par quel chemin, j'ai envie de dire. Donc, Elizondo. Dans A-Tip, nous avons appris que l'événement de Pan survenu à l'aérodrome de l'armée américaine à Roswell en 1947 avait bien eu lieu. Ensuite, ça passe à Jay Stratton, qui a dirigé l'UAPTF, qui a été un des premiers groupes officiels de travail sur les Pans au sein de la défense américaine. Stratton dit, d'ailleurs je vais vous le montrer, donc là on a Elizondo et là on a Stratton. Il a été décrit comme un pan en forme de U plein qui s'est brisé en 2 morceaux lors de l'impact. Et les observateurs ont vu ce qui ressemblait à des hiéroglyphes ou à une sorte d'écriture dessus.
ça repasse à Elizondo. Tac. Non, non, c'est le dernier. On pourrait les décrire comme des runes ou des glyphes, des hiéroglyphes qui se trouvaient en fait sur l'engin lui-même. Et lors de ce crash, des corps non humains ont été récupérés. Ensuite, ça repasse à Davis qui dit 4 corps non humains ont été récupérés lors de l'accident de crash de Roswell. Ensuite, ça repasse à Stratton. Les éléments récupérés lors de l'accident, y compris les corps, ont tous été envoyés à Wright Field, qui s'appelle aujourd'hui la base aérienne de Wright-Patterson. C'est là que les États-Unis avaient leurs meilleurs ingénieurs en rétro-ingénierie. Pensez au contexte de tout ce qui se passait en 1947. Les États-Unis venaient de gagner la Seconde Guerre mondiale et entraient dans une guerre froide avec l'URSS. Ces pans représentaient une technologie d'une puissance insondable. Il était impératif que les États-Unis soient capables de rétro-concevoir cette nouvelle technologie avant tout le monde, avant même que quiconque n'en ait connaissance. Vous ne pouvez pas en parler à vos amis sans en parler à vos ennemis. C'est un élément clé de chaque décision concernant ce que nous divulguons ou non. Et donc là, ils vont en fait utiliser Roswell pour expliquer la source du secret. Ça repasse sur Elizondo. Je vais le perdre à chaque fois. Quelques mois seulement après Roswell, le président Truman a signé le National Security Act de 1947, qui a créé l'armée de l'air et la Central Intelligence Agency. C'est à partir de ce moment-là que la CIA et l'armée de l'air ont commencé à prendre le contrôle opérationnel du dossier des PAN. Mais ce n'est que quelques années plus tard, lorsque Truman a signé la loi sur la CIA, que celle-ci a été autorisée et habilitée à mener des opérations de renseignement secrètes en dehors des canaux de contrôle habituels. En gros, elle pouvait mener des opérations sans que personne ne le sache. Depuis Roswell, la stratégie pour traiter avec le public et garantir le maintien du secret américain consistait essentiellement à tout nier, à ne rien admettre, à lancer des contre-accusations, à diffuser de faux récits, à intimider, à discréditer les témoins. En substance, nier, stigmatiser ce sujet afin d'empêcher toute divulgation. Donc voilà, ça, je ne sais pas combien de temps de vidéo ça a pris. 20 minutes quand même, d'accord. Donc, c'est les 20 minutes qui sont pour moi absolument indispensables à voir dans le documentaire. Globalement, elles sont de mémoire entre la 30e minute et l'heure, la première heure du documentaire. Il faut vraiment les voir. On n'a entendu personne d'aussi haut placé confirmer des cas qui sont aussi compliqués à traiter. Le cas d'Holoman, c'est pour ça que ça m'a, comment dirais-je, surpris n'est pas le terme. Ça m'a ébahi qu'il parle d'Holoman parce que c'est vraiment le sujet où, si c'est vraiment confirmé, vous pouvez oublier tout le reste, vous pouvez oublier les stations d'observation, vous pouvez oublier la recherche scientifique, c'est-à-dire que tout a déjà été fait et tout est gardé au secret. Donc c'est vraiment là pour moi où il peut y avoir un changement de paradigme sur le cas d'Holoman. Par contre, en termes de contenu, c'est ce qui fait que je ne pense pas que ce documentaire va changer les lignes. Et le documentaire est sorti hier, je n'ai pas regardé la presse, c'est uniquement mon point de vue, je peux être parfaitement en tort, mais de mon point de vue, c'est quelque chose qui est déjà beaucoup trop loin en termes de ce qu'on essaye de faire passer aux autorités, qui commencent tout juste à estimer que des pans peuvent être technologiques et peut-être
qu'il y a une possibilité que ce soit non humain. Et là, vous leur demandez de bondir à quelque chose qui est: oui, il y a un accord entre des espèces non humaines et les États-Unis. Et en plus, ça laisse à penser aux autres nations que du coup, les États-Unis auraient un avantage caché sur elles, ce qui est excellent en termes de guerre psychologique. Donc il y a vraiment, je pense, une barrière qu'ils ont essayé de franchir avec ce documentaire, qui fait que ce documentaire ne pourra pas être vu par l'administration en entier et être pris sérieusement. Et c'est mon point de vue, entièrement. Je vous ai expliqué tout mon raisonnement, dessus. Hem Concernant le tétraèdre avec le 4e mythe, hem, s'ils arrivent à trouver des preuves matérielles, des témoignages de l'époque montrant que Holoman s'est bien déroulé, waouh! Là, on va changer de paradigme, réellement, réellement. Mais ils n'y ont montré aucune preuve matérielle, ils ont montré aucun document, le montrant. Donc évidemment, c'est très intéressant parce qu'on a Davis et on a le président Bush. Donc là, en termes d'argument d'autorité, c'est difficile de faire plus. Mais pour présenter ça dans un documentaire et n'avoir aucun document qui est à afficher ou n'avoir aucun témoignage enregistré d'un témoin sur place qui le confirmerait et qui serait vérifiable, ça va être très, très compliqué. Mais ça n'en pas moins que c'est extrêmement intéressant. Tac, tac, tac. Alors maintenant, je vais, prendre les différentes informations qui étaient plus disséminées à l'intérieur du documentaire. Globalement, hein, c'est la première heure qui est intéressante. La quasi deuxième heure, honnêtement, les 30 dernières minutes, c'est juste des bonnes intentions, j'ai envie de dire, vous pouvez passer à travers. Il y a quelques petits morceaux qui sont intéressants que je vous ai récoltés au fur et à mesure. Les 3 premières minutes sont intéressantes si vous avez quelqu'un qui ne connaît pas du tout le sujet, puisque vous avez quand même des figures d'autorité qui, globalement, répètent toutes que les intelligences non humaines existent et que ça vient probablement d'un autre endroit dans l'univers. Donc ça, c'est intéressant parce que mine de rien, depuis des années, on nous répète que c'est, peut-être pas extraterrestre, que ça peut avoir une origine psychique, que ça peut avoir une origine religieuse, que ça peut avoir une origine interdimensionnelle, un terme qui fait énormément rire les mathématiciens, je tiens à vous le dire. Mais on a très peu comment on pourrait dire ça? De personnes qui utilisent encore ouvertement la thèse extraterrestre. C'est-à-dire qu'il y a une autre planète où il y a une civilisation qui est plus avancée que la nôtre et qui a envoyé des sondes pour nous observer. Alors même que c'est dans la population, la thèse qui est même, j'ai envie de dire, uniquement considérée parce que la majorité de la population ne connaît pas les autres hypothèses. Donc il y a une sorte de brisure entre ceux qui sont avancés depuis tellement longtemps dans le sujet que, du coup, ce qui les intéresse, c'est des hypothèses encore plus exotiques que extraterrestres, et ceux qui considèrent déjà que l'extraterrestre, c'est chercher très très loin et qui n'ont pas la moindre idée de ce que parlent les autres. Donc là, c'était intéressant de voir que quand même, dans les 3 premières minutes, quasiment tout le monde parlait d'extraterrestres, pour faire, très, très simple. Hem Et c'est répété par tout le monde, hein. Donc dedans, on a, Nolan, le colonel, Nell, Jim Sullivan de la CIA, c'est assez ironique après ce qu'on vient de dire. Harold Puthoff, Eric Davis, Christopher Mellon, Lou Elizondo, donc tout le monde défile à l'intérieur. Donc ensuite, on passe, donc c'est les 3 minutes d'introduction, on arrive dans le documentaire en lui-même. Ça fait, la première partie, un très bon résumé de ce qui s'est déroulé depuis 2009, mis à part, et là vous pouvez aller voir l'émission précédente sur la Katski, bah, tout le secteur de la Katski, puisque la Katski n'apparaît pas dans ce documentaire, il n'y a que Elizondo. Donc, pour avoir vraiment une vue d'ensemble, si vous ne l'avez pas vu, je vous conseille d'aller voir la vidéo de mercredi sur la Katski, pour savoir exactement ce qui s'est passé avant A-Tip. Et là, en gros, ils font démarrer l'histoire en 2009 avec A-Tip, avec Elizondo et Stratton qui sont en train de travailler sur le sujet. Donc, ce qui les pousse à bosser sur le sujet, c'est le fait que ce soit un problème de souveraineté nationale, qu'il y ait une impunité complète de ces objets dans le ciel américain. Les deux disent qu'ils ont eu accès aux meilleures preuves dont disposent les États-Unis et que si les gens avaient pu voir les vidéos qu'ils ont vues eux, il n'y aurait aucun doute dans leur esprit que ça ne peut pas être humain.
On a Jason Cobb qui vient témoigner d'une interception manquée d'un pan par le NORAD, donc un cas assez connu. On va avoir le cas du Tic Tac qui est expliqué. On va Graves qui va expliquer aussi ce qu'il a observé dans le ciel pendant qu'il était chargé de la sécurité des entraînements à bord de son porte-avions. Ils vont faire un rapide passage sur les armes nucléaires désactivées avec des témoins pour la peine de première main qui ont témoigné dans le documentaire. Donc, toute cette partie-là, elle est très intéressante si vous avez des personnes qui ne connaissent pas du tout le sujet. Ils expliquent qu'ils essayaient de faire remonter les informations, mais qu'ils étaient bloqués en permanence par le stigma. Et Stratton et Elizondo rajoutent que des religieux fanatiques à l'intérieur du département de la Défense leur disaient qu'ils faisaient le travail du diable en parlant de ce sujet-là et ont essayé de bloquer le plus possible leur avancée sur le sujet. Quelque chose que Lakatsky a nié mercredi dernier, quand on vous a fait le résumé. Pour eux, le programme ancien existe depuis au moins 1947, qui est traduction de Legacy Program en anglais, mais qu'à l'intérieur des attributions, il y avait aussi la récupération des corps. Ils ont essayé de prendre contact entre l'UAPTF et le programme ancien, mais dès qu'ils ont essayé, ils ont été mis sous pression et le programme ancien a essayé de leur faire arrêter de travailler sur le sujet. C'est à ce moment-là que, avec Mellon, il décide d'utiliser la presse. Elizondo sacrifie sa carrière. Et dès que les premiers articles arrivent dans les journaux, Stratton reçoit des demandes de briefing de la part du Congrès. Ça m'a intéressé parce que on savait que Mellon avait organisé les briefings entre les témoins au sein de la défense et le Congrès, mais là on apprend que c'est le Congrès en premier qui a demandé à être briefé auprès de Stratton. Il y a un hommage qui est fait à Marco Rubio concernant toutes les actions qu'il a fait en tant que sénateur. Aujourd'hui, il est chef du Conseil de sécurité nationale des États-Unis, qui est la plus haute instance de défense des États-Unis. Et celui-ci déclare: nous avons eu des cas répétés où des objets opérés dans des espaces aériens restreints au-dessus d'usines ou de sites nucléaires. Ça ne vient pas des États-Unis, nous ne savons pas à qui ça appartient, et juste ce que je viens de dire, cela devrait provoquer une enquête en profondeur, devrait demander l'attention de l'administration, devrait demander à ce qu'il y ait un examen en profondeur de ce qui se passe. Ensuite, on va avoir de nombreuses figures qui vont défiler. On va avoir la sénatrice Kirsten Gillibrand, on va avoir l'ancien du renseignement James Clapper, on va avoir l'ancien député Gallagher. Et globalement, ils vont tous dire la même chose avec Mike Rounds et Crenshaw concernant le fait qu'il y a un enjeu de souveraineté sur le sujet. Stratton revient, il explique qu'il y a aussi un problème avec les sécurités des vols. Et là, on va avoir Brett Federson, qui est l'ancien directeur de la sécurité aérienne, qui dit qu'il n'y a aucun doute pour lui que nous ne sommes pas seuls, mais qu'il n'y a rien qui a été fait par la FAA sur le sujet. Et on apprend même que la FAA a arrêté d'utiliser des radars actifs et ne se repose plus que sur les balises des avions pour savoir ce qui se passe dans les cieux. On va avoir Marco Rubio qui va revenir, qui va expliquer qu'il y a un vrai problème de sécurité nationale parce que à chaque fois que la sécurité nationale a été fainéante sur le fait d'imaginer des menaces qui pouvaient se poser à elle, elle a été taclée, que ce soit par Pearl Harbor pendant la Deuxième Guerre mondiale ou pendant les attentats du 11 septembre. Ils sont dans une situation où ils pourraient se retrouver devant une surprise stratégique. Et ensuite, ils vont faire toute une partie sur les observables et en gros, ils vont expliquer que dans le reste du documentaire, je ne sais pas pourquoi ils l'ont coupé à deux endroits différents. Ils vont expliquer qu'en gros, si on imagine que ces engins ont la capacité de faire du déplacement en bulle de déformation de l'espace-temps, cela explique toutes les signatures que l'on voit, alors que c'est quelque chose dont on a souvent parlé sur la chaîne. En gros, vous déformez l'espace-temps autour de l'engin en forme de bulle et vous pouvez diriger cette déformation, ce qui permet de déplacer l'engin. L'engin est entièrement coupé de son environnement, ce qui permet de
décrocher de la gravité. Et c'est ce qui expliquerait le flou aussi des images, puisque la lumière et les ondes radar seraient déviées par cette bulle. Alors, on a un passage qui est super intéressant à partir de 28 minutes, où on a Gary Nolan qui explique qu'il a observé des cas de brûlures et de maladies auto-immunes, des tissus, cicatriciels à l'intérieur du corps et dans le cerveau auprès de personnes qui, ont été témoins de ces objets. Et là, on va avoir Mike Flaherty, qui est un ancien enquêteur de l'UAPTF, qui va dire que oui, il y a eu des effets biologiques et qu'un quart des enquêteurs qui ont enquêté sur le sujet ont eu une surmortalité ensuite, c'est-à-dire qu'ils sont morts plus vite que ce qu'ils n'auraient dû l'être dans la réalité. Ce qui est quelque chose de très inquiétant, à l'évidence. Ensuite, il y a eu, après les campagnes de communication, des questions de l'exécutif concernant comment réagir à ça. Et c'est Steve Mnuchin qui a demandé à être briefé sur le sujet pour savoir quel était l'impact économique possible si le président Trump venait à déclarer que les ovnis d'origine non humaine étaient réels. On verra que c'est souvent cet argument-là qui va être repris, c'est-à-dire que ça aurait un effet trop destructeur sur l'économie pour que ce soit possible de le dire ouvertement. Ensuite, il passe sur Marco Rubio qui arrive à faire passer la loi sur déclassification d'informations sur les pans. On a l'ancien directeur du renseignement national, John Radcliffe, qui va intervenir pour renforcer le sujet. On va avoir l'ancien porte-parole de la Maison-Blanche et le nouveau porte-parole du Conseil de sécurité nationale, John Kirby, amiral, qui va confirmer que les pans ont été observés sur des zones de test militaires américaines. Et ensuite, ils vont faire tout un passage sur, en gros, la carrière d'Elizondo et les campagnes de désinformation qui ont été adressées contre lui. Ils vont reprendre, faire tout un passage sur les différentes hypothèses avant de revenir sur donc les hypothèses d'origine des ovnis, avant de revenir sur le programme ancien en disant que c'est lui qui a bloqué le financement de l'UAPTF que menait Jay Stratton, et qu'il y a vraiment un État dans l'État qui essaye de bloquer le progrès sur le sujet. Ils expliquent ensuite que le programme ancien, selon eux, est structuré avec différents composants. La CIA est responsable de la coordination du programme ancien. Et à l'intérieur de la CIA, c'est le directeur adjoint des sciences et technologies qui contrôle le programme de récupération des crashs. L'Air Force envoie des forces spéciales pour récupérer les engins. Des contractants de la défense font les recherches scientifiques sur les débris pour que cela n'apparaisse pas dans les documents FOIA. Et ensuite, le département de l'énergie s'occupe de travailler sur les éléments énergétiques des engins, puisqu'ils ont leur propre système de classification des informations. Ils expliquent qu'il y a aussi une rivalité entre le programme ancien et des programmes dans les autres nations. Et à ce moment-là, ils montrent typiquement la Chine et la Russie. Ils expliquent que les programmes russes et chinois pourraient expliquer les vagues de drones qu'on observe depuis 2018, si ce sont des drones qui ont été fabriqués en utilisant une version très affaiblie des technologies qu'on peut retrouver dans les pans. On a Mike Rounds qui revient et qui précise que très peu de personnes sont au courant des informations sur le programme ancien. Et Rubio l'appuie en disant même les présidents n'ont pas accès aux informations pour préserver le fait qu'ils puissent nier avoir eu connaissance des informations. Même les chefs d'agence ne sont pas informés du sujet. Ensuite, il fait une longue tirade, enfin longue, ça fait 20 phrases, donc c'est long par rapport au documentaire, mais c'est quelques minutes, hein, où il explique que c'est naïf de considérer qu'un président puisse déclassifier les informations, alors qu'il y a des personnes dans les agences qui bossent depuis 30 ans et qui ne considèrent pas que leurs supérieurs hiérarchiques sont dignes de confiance. On a ensuite l'interview de Chris Miller, qui est un ancien béret vert et un ancien secrétaire de la Défense, qui a demandé à être briefé sur les pans par son administration et on lui a refusé l'accès à ces informations.
Donc ensuite, il confirme le fait qu'il y ait bien eu un briefing un workshop qui a été organisé pour savoir s'il était intéressant ou non de parler, du sujet publiquement et s'il y avait un risque pour l'économie, et il n'y avait quasiment que des malus à parler de ce sujet-là en termes de stabilité économique. Donc ça, on l'a déjà dit. À partir d'1 heure, en gros, ils vont parler de comment est-ce qu'il y a eu une campagne de désinformation publique en utilisant des films pour ridiculiser le sujet, alors que cette campagne n'a pas eu lieu dans les autres pays, donc typiquement la Chine et la Russie, ce qui les a laissés, continuer à travailler sur le sujet, alors que le sujet est bloqué aux États-Unis. Il explique qu'une fois, l'UAPTF a été envoyé justement au ranch familial de la famille Bush, qui avait été survolé par un OVNI. Et lors de leur enquête, ils ont appris que le bureau des enquêtes spéciales de l'Air Force était déjà venu interroger les témoins et avait fait signer à tout le monde un accord de non-divulgation, ce qui fait qu'ils ne pouvaient plus donner leur témoignage au groupe de l'UAPTF qui faisait partie du département de la Défense aussi pourtant. Là, il va y avoir des témoins de première main qui vont donner leur témoignage. Mario Woods qui a vu un objet immense lumineux au-dessus d'un silo de lancement nucléaire. Bob Jacobs qui a filmé un missile en train d'être désactivé. Terry Lovelace qui a vu un objet noir au-dessus de la base de Whiteman. Et Chaz King. On va avoir le témoignage de Clapper, donc un ancien aussi du renseignement, qui va pointer du doigt sur l'Air Force en disant que c'est l'Air Force qui se chargeait de la question des pans, particulièrement près de la zone 51. On passe ensuite à l'implication de Harry Reid. Donc c'est l'ancien sénateur de Nevada, ancien chef du Parti démocrate, qui avait été intéressé par le sujet depuis son enfance, honnêtement, qui avait demandé à être briefé, et on lui avait refusé d'être briefé parce qu'il n'avait pas besoin de le savoir. Et c'est ce qui a fait que lui a poussé la création d'un groupe au sein du département de la Défense, ATIP, OSAP puis ATIP, pour pouvoir avoir des informations sur le sujet par lui-même. Il pose ensuite la question de savoir quelle est la source d'énergie qui permet d'alimenter le système de propulsion par déformation de l'espace-temps. Et il propose soit l'utilisation de l'énergie du vide, soit le fait de transférer l'énergie par intrication quantique depuis une source éloignée. Lou Elizondo, ensuite, déclare qu'un comité de 27 personnes voulait le faire taire, lui et David Grush, d'une source au sein de ce comité, et que globalement se posait maintenant ouvertement la question de savoir s'il fallait les assassiner ou non pour les faire taire. Concernant Nolan, il déclare que lui, il pense que les ovnis se montrent de façon assez visible pour nous montrer ce qu'ils peuvent faire et montrer qui sont les maîtres du jeu. Et c'est eux qui décident de ce qui se passe. Et concernant le dernier morceau d'information que j'ai trouvé intéressant, c'est Stratton qui déclare le programme ancien est un sujet trop sensible pour que l'on puisse le déclassifier. Et il est d'accord là-dessus, c'est-à-dire qu'à l'intérieur du sujet OVNI, par exemple, sur les moyens de se déplacer ou sur la source de l'énergie, on peut considérer qu'il y a un risque de danger pour la sécurité nationale si les autres pays l'apprennent. Mais par contre, le fait que l'on n'est pas seul dans l'univers doit être dévoilé. Voilà, c'est le plus compressé que je puisse faire. Et vous voyez que ça fait quand même 40 minutes pour faire un résumé assez détaillé de ce documentaire-là. Je vais vous souhaiter une bonne soirée. On va se faire une vidéo de commentaire de ce documentaire. Ce sera vendredi soir de la semaine qui vient. Donc ce sera le 28 et on aura des invités pour savoir ce qu'eux ont pensé. Donc voilà, ce sera une émission en 2 parties. Vous avez cette partie qui est samedi. Normalement, vous avez une émission de news le 26 et vous aurez l'émission de commentaires le 28 concernant Age of Disclosure que vous pouvez trouver sur Amazon
Prime. Voilà, voilà. Alors, évidemment, il n'y a pas de questions en live, mais je tiens quand même à remercier nos tipeurs qui nous permettent de faire tenir l'association à bout de bras, pour le peine. Mais c'est grâce à eux qu'on peut avancer et c'est eux qui, en quelque sorte, payent le contenu que vous voyez gratuitement sur YouTube. On n'a pas de Patreon, ils ont aucun bénéfice à le faire de leur côté. C'est vraiment, on est une association, donc on va pas mettre un privilège commercial à nous donner de l'argent. Mais voilà, donc vous pouvez remercier dans le chat, dans les commentaires, tous les tipeurs qui nous permettent de vous fournir ce contenu le plus vite possible et de la façon la plus sérieuse possible. Évidemment, vous aurez les liens dans la description. Nous remercions donc Sam, Renate F, Christian Hachet, Christian, Cyril, Robert California, Fidèle au poste, Lisanne Al-Gaïb, Bear93, David, Timothée, Olivier, Rick The Mayor, Louvre, Patricia, Scalar MLD, David Twitou, Patriarche, Julia The Grey, UAP Afrique, Jérôme, Nathalie, Baptiste 02, Pimpineur, Hypnotoad, Vince Electron, Azimut, Keto, Ryan, Captain Kirk, Grégory Lelièvre, Aurigal, Papillon d'Obsidienne, Guy, Pierrax, Lucien Henry, Avenge Sevenfold, Pépé, Paragost, Olivier SLS, Terence One pour la partie science et pour la partie culture, nous remercions Curiosity, Dark, Nathalie, Artmo, Antoine, Domingo, Eddie BS, Fidèle au poste, Julia The Grey, David, Timothée, Antoine, Cassian Haché. Encore un immense merci. Vous n'imaginez pas à quel point, si massivement des personnes nous donnent 5 euros par mois, ça peut changer les choses en termes de production scientifique ou de production culturelle de notre côté. Donc voilà, là à l'heure actuelle, honnêtement, on est en budget à flux tendu, donc on a juste besoin de donations pour avancer encore plus vite. Passez une excellente soirée. Si vous voulez venir me voir, ce sera un immense plaisir d'échanger une partie avec vous à la médiathèque Jacques Chirac de Troyes. J'y serai de 19h30 à 23h. Passez une excellente soirée. On se retrouve du coup mercredi prochain et vendredi prochain, puisque j'ai pu récupérer de la batterie et de la joie de vivre, honnêtement. Et ça a été un immense plaisir de regarder ce documentaire. Je ne peux que vous conseiller de le montrer à tous ceux que vous connaissez, parce que mine de rien, avoir autant de poids lourds réunis dans le même format, sur un format qui est encore assez buvable, hein, 2 heures, c'est pas trop long non plus. Et pour la peine, le rythme est parfait, c'est-à-dire que c'est adapté à la lecture de contenu d'aujourd'hui. Je ne peux que vous recommander d'acheter ce documentaire et de le montrer à vos proches. Passez une excellente soirée, on se retrouve très bientôt. J'espère que j'ai rien oublié, même si j'ai, comme d'habitude, oublié plein de choses.